Bonsoir. Je voudrais vous dire avant tout que je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et en même temps désolé d'être si loin de vous. Mais cette étrange situation qui nous est devenue si familière ne devrait pas être un obstacle à ce que j'aimerais partager avec vous ce soir. Une conversation libre et franche sur ce qui nous rassemble ici, la question du discours. Il est d'ailleurs possible que nous ne soyons pas tous d'accord sur ce qu'on entend par discours, pas plus que sur les moyens de procéder à son analyse. Je vais donc tout d'abord vous dire ce que j'entends par là, comment le problème du discours me semble pouvoir être posé aujourd'hui. Puis, je répondrai à toutes les questions, les objections ou même les protestations que ma présentation aura suscitées. Les unes comme les autres seront les bienvenues. Ma présentation a pour titre « L'âge de l'anxiété, discours, histoire, émotion ». J'en viens à mon premier point. Discours et histoire, les formations discursives à l'origine de l'analyse du discours. Un point de méthode pour commencer, si vous le voulez bien. Je vais tenter de dire deux choses à la fois, issues du travail dans lequel je me suis engagé. La première provient d'un livre qui vient tout juste d'être publié. La seconde, d'un livre en passe d'être écrit. Je vais y revenir dans un instant. Ces deux livres ont en commun d'interroger de façon différente le discours dans son rapport à l'histoire. Je vais donc essayer de rouvrir avec vous cette question, de retrouver la place centrale que le problème a occupée à l'origine de l'analyse du discours. Vous le savez bien, vous qui avez lu attentivement Michel Foucault. Les discours ne sont rien d'autre que des fragments d'une archéologie, des traces d'histoire. L'inscription du discours dans l'histoire, aussi bien que l'empreinte de l'histoire sur les discours, sont ainsi des questions généalogiques incontournables lorsqu'on veut sonder les moments premiers de cette discipline que vous continuez à pratiquer et à garder vivante. Mais pourquoi vouloir faire cela ce soir en votre compagnie? Pourquoi revenir sur cette question qui devrait aller de soi pour deux raisons. La première, c'est que dans mon pays d'origine, dans ce qui tient lieu aujourd'hui d'analyse du discours, la question a peu à peu été effacée, puis purement et simplement enterrée au profit de conceptions étroitement linguistiques et le plus souvent psychologisantes. La seconde raison tient à ce que dans le monde globalisé, instantané et liquide qui est devenu le nôtre, la question du discours et celle de l'inscription des discours dans l'histoire et des énoncés dans la mémoire se posent de façon bien différente de la manière dont elle se posait lorsque, dans les années 60 ou 70, alors que naissait l'analyse du discours, ce monde voyait à peine le jour. Un seul exemple, si vous le voulez bien. Vous savez le rôle essentiel que l'idée de formation discursive a joué chez Michel Foucault, puis chez Michel Pêcheux, dans les premières élaborations théoriques du discours. Mais nous sentons bien aujourd'hui à quel point cette notion est historiquement datée, à quel point elle est liée à un monde de l'écrit, de l'archive imprimée, à une circulation plus lente des énoncés, à une conception plus statique de la mémoire discursive. L'idée de formation discursive a donc sa propre historicité, celle d'avoir été conçue avant que la catégorie elle-même de discours ne soit bouleversée par l'irruption des technologies de l'information et de la communication, avant que ne soit pleinement perceptible le processus de globalisation dont elle constitue l'un des dispositifs essentiels. Et la tâche est urgente qui consiste à mettre l'héritage théorique de la discipline à l'épreuve de ce que sont devenus aujourd'hui la production et la circulation des énoncés dans l'univers du discours. Un univers global et liquide, tout à la fois extrêmement concentré et extraordinairement dispersé, où tout énoncé peut être instantanément perdu ou immédiatement retrouvé
dans une masse documentaire immense, dont les contours physiques, la profondeur temporelle ou l'extension spatiale sont désormais impossibles à déterminer. Que signifie donc discours, formation discursive, mémoire discursive dans un tel contexte? Je crains de ne pouvoir répondre à de telles questions, mais j'ai bien peur que ce soit l'horizon de celles qui vous attendent, vous qui êtes engagés dans le chemin incertain, mais passionnant, d'explorer le monde des discursivités contemporaines. J'en viens à mon second point, le discours comme fait social total. Nous ne sommes pas, cependant, sans ressources. Il y a des voies en partie tracées que nous pouvons suivre. C'est ce que nous avons tenté de faire, Carlos Piovesani et moi-même, dans un livre que nous avons dirigé et qui vient de paraître sous le titre « Histoire de la parole publique, une archéologie des pouvoirs du discours ». C'est le premier travail dont je voulais vous parler. Qu'avons-nous voulu dire? Nous avons souhaité réinscrire l'acte de parler en public dans la longue durée historique, qui seul permet de donner du sens à l'ensemble considérable de transformations qu'elle a subies au cours du temps et aux bouleversements sans précédent qu'elle a connus au XXe et XXIe siècle. Vous remarquerez que nous n'avons pas employé le terme d'analyse de discours et que discours ne figure ici que dans le contexte d'une archéologie des pouvoirs qu'on lui prête. Pourquoi cette omission volontaire, au-delà de l'hommage que nous souhaitons rendre aux perspectives ouvertes par Michel Foucault? Tout simplement parce que l'histoire de la parole publique, c'est tout autre chose que la seule analyse des discours, et bien plus que l'histoire de la rhétorique, qui a si longtemps codifié les formes et les contenus de l'éloquence. L'histoire de la parole publique, c'est la généalogie des dispositifs matériels qui accueillent, recueillent et assurent la circulation des choses dites. C'est celle du corps, de la voix et des gestes, tout autant que des paroles. C'est celle des images qui les accompagnent, les redoublent et qui parfois les effacent. C'est encore celle des publics, de leur régime d'attention et de leurs moments de distraction, de leurs instants d'apaisement comme de leurs accès de colère. C'est enfin une autre histoire, trop souvent oubliée, celle de la sexuation de la scène oratoire et des effets de domination qui s'y jouent. Il faut, je le crains bien, nous y résigner. Si nous voulons comprendre quoi que ce soit au pouvoir qu'exerce le discours et aux mutations historiques qui l'ont si profondément transformé, il va probablement falloir faire le deuil de l'idée qu'il n'y a là d'autre objet que du texte et d'autre analyse que linguistique. Le discours politique et la parole publique qu'il incarne sont des faits sociaux totaux, ainsi que l'entendait Marcel Mauss dans son essai sur le don. C'est là un premier élément que nous pouvons retenir pour notre propos de ce texte célèbre, mais il en est un autre, moins souvent perçu, mais qui nous intéresse ici directement. C'est l'idée sur laquelle, en étudiant l'échange symbolique des dons, le système du potlatch dans les sociétés traditionnelles, Mauss a voulu montrer le fonctionnement du marché, je cite, avant l'institution des marchands, avant leur principale invention, la monnaie proprement dite. Fin de citation. C'est-à-dire qu'il a esquissé là une archéologie du marché, des échanges économiques archaïques, précapitalistes. La nature archéologique du projet, tout comme l'économie globale des échanges symboliques qu'implique la notion de fait social total, font bien évidemment penser au travail de Michel Foucault dans l'archéologie du savoir, bien qu'il n'existe aucun lien direct entre les deux, ni aucune référence explicite entre les deux perspectives. Car qu'est-ce que l'entreprise foucaldienne, sinon une tentative de concevoir le modèle d'une archéologie généralisée des échanges discursifs, dont la dimension tout à la fois totale et historique ne puisse être ignorée. Et c'est à cela que sert la notion de formation discursive, centrale dans son projet, à désigner des formes sociales totales, historiquement déterminées, de production et de circulation discursive. C'est cette idée-là que Michel Pêcheux
est allé chercher dans l'archéologie, en dépit des dissensions politiques et des désaccords théoriques qui existaient alors entre le marxisme althusserien et la perspective foucaldienne. C'est bien cette idée, et nulle autre, à laquelle il a assigné une place fondamentale dans l'analyse du discours, tel qu'il était alors occupé à la concevoir. Car il a emprunté là une idée qui dit une chose très simple: il n'y a pas de discours sans histoire. Pas d'analyse du discours concevable sans celle des formations discursives. Le projet et le concept, à l'évidence, n'ont rien de caduc aujourd'hui. Bien au contraire. La complexité des mutations historiques contemporaines rend encore plus nécessaire une compréhension globale et archéologique ou généalogique, comme on voudra, des dispositifs qui agencent l'ordre des discours contemporains. La question est donc fort simple pour ceux qui se préoccupent de les analyser, même si la réponse demeure complexe. Que sont devenues les formations discursives à l'heure du web, de la globalisation et du néolibéralisme généralisé? Quelle nouvelle forme de domination abrite-t-elle? Quelle forme inédite d'assujettissement promeuvent-elles? Je vais à présent essayer de vous en donner un exemple, celui des formes contemporaines, collectives aussi bien que singulières, de l'anxiété et des discours qui la diffusent. J'en viens à mon troisième point, analyse du discours et histoire des émotions. Mais pourquoi l'anxiété? Pourquoi cette émotion-là? Je vais y revenir dans un instant. Et pourquoi, de manière plus générale, vouloir mettre la question du discours en rapport avec celle des émotions, quand elle a été tenue soigneusement à l'écart, à l'abri des structures syntaxiques et des comptages lexicaux? Pour deux raisons. La première, et la plus manifeste, c'est que dès que l'on cesse de considérer le discours comme du texte, et dès que l'on se préoccupe de saisir la réalité de ses effets sur ceux qui le produisent comme sur ceux qui le reçoivent, la question des émotions que suscite la parole déferle alors, sans qu'on puisse la faire taire. On a effacé la leçon d'Aristote. Pas de discours sans pathos. Les flambées d'éloquence totalitaire qui ont embrasé le XXe siècle et les désastres humains qu'elles ont engendrés auraient dû cependant nous prévenir du danger qu'il y a à en laisser se dissiper la mémoire. La seconde, c'est qu'il y a une autre conséquence à vouloir ressusciter le projet de travail historique qui se trouvait formulé à l'origine de l'analyse du discours. C'est de lui donner un contenu concret, de l'articuler au travail effectif des historiens, aux multiples déplacements et à la transformation du champ de l'histoire elle-même. Car cela n'a pas été toujours le cas. En effet, si l'histoire avait bien sa place dans les formulations inaugurales de l'analyse du discours, je cite, prise entre le réel de la langue et le réel de l'histoire, l'analyse du discours ne peut céder ni sur l'une ni sur l'autre, fin de citation, c'est ce que réaffirmait sans cesse Michel Pêcheux. Cela ne s'est qu'exceptionnellement traduit en travaux historiques concrets, en phase avec les mutations que connaissait l'histoire elle-même. Et c'est de cela que j'aimerais parler maintenant avec vous, lorsque je mentionnais tout à l'heure ce second travail dans lequel je me suis engagé. Je devrais d'ailleurs dire « nous » plutôt que « je », puisque c'est Alain Corbin, Georges Vigarello et moi-même qui avons accompagné et voulu impulser depuis une dizaine d'années ces déplacements du champ de l'histoire en publiant successivement une histoire du corps, puis une histoire de la virilité. Ce cycle d'histoire générale, dans la longue durée, qui vise à ouvrir de nouveaux espaces et à donner de nouveaux objets à l'interrogation historique, nous sommes en train de le mener à son terme, en achevant en ce moment même une histoire des émotions. Le corps, la virilité, les émotions, vous saisissez sans doute le sens de ce projet, qui vise à prolonger les voies hier ouvertes par l'histoire des mentalités, dans la perspective d'une généalogie
matérielle et sensible des individus eux-mêmes, de leur fragilité corporelle, de leur inscription sexuée, de leur existence affective. Et dans cette histoire des émotions, j'y viens pour finir, ce qui me préoccupe plus particulièrement, c'est la question de l'anxiété. La mienne, la vôtre, notre anxiété contemporaine, où je crois reconnaître un trait psychologique essentiel des individus, des sociétés de masse, et l'une des composantes permanentes des discours publics, aussi bien que des inquiétudes privées, à l'ère du néolibéralisme généralisé. Une dernière question, donc, pour conclure sur ce point, comment aborder le problème des émotions dans la perspective du discours? Ce qui lie les émotions à la question du discours, c'est, premièrement, la nature collective de certaines d'entre elles, deuxièmement, le caractère historique de toutes, troisièmement, les modalités langagières et la part inconscience de leur existence. J'en viens à mon quatrième point, que j'ai intitulé « La confusion des peurs ». Si j'en viens donc à la question de la peur, de l'anxiété et du discours, et si j'ai choisi de vous en parler ce soir, c'est aussi parce que ces questions touchent directement à celles qui vous rassemblent aujourd'hui. Ce congrès s'est donné comme l'un de ses objets la production du consensus. Il se trouve que l'anxiété en est une zone discursive de production privilégiée et que la peur est un outil essentiel de gouvernement à l'heure de la globalisation néolibérale. J'ai voulu en faire tout d'abord la démonstration très simple, lors d'un précédent séjour en France, en établissant une sorte de catalogue hebdomadaire des peurs, recensé à partir des titres de journaux imprimés et télévisés au cours d'une semaine du mois de février 2014. Une semaine quelconque, choisie au hasard, une semaine banale, la plus ordinaire qui soit. Cette semaine-là, une vague de météorites s'était abattue sur la Sibérie, fournissant, je cite, un aperçu d'un scénario apocalyptique, fin de citation, selon plusieurs journaux européens et nord-américains. Simultanément, des pirates informatiques s'en étaient pris à Facebook et à Twitter. Le même jour, en France, l'industrie automobile annonçait des déficits sans précédent, dans ce qui était décrit comme une descente aux enfers, je cite encore. Ailleurs, des chômeurs menaçaient de faire sauter leur entreprise. L'un d'entre eux avait choisi de s'immoler par le feu face à son lieu de travail. Le même jour encore, et ces informations se suivaient bord à bord, de façon continue, sans couture en quelque sorte. Les amateurs de lasagne étaient soudain saisis de nervosité, dans l'Europe tout entière. 4,5 millions de lasagnes surgelées, frauduleusement mijotées, à base de viande de cheval, venaient d'être vendues dans 13 pays différents. Mais l'anxiété européenne débordait largement l'heure des repas, aussi bien que les frontières des nations. La croissance économique était aux abonnés absents, les déficits publics vertigineux et le moral des consommateurs au plus bas. L'Europe a peur, concluait alors le quotidien français Le Monde. Il n'y a pourtant là rien que de très banal dans cette litanie quotidienne de peur et de menaces, rien qu'on ne puisse trouver jour après jour dans les médias occidentaux, aussi bien, j'en suis certain, que dans ceux de votre pays. Elle possède néanmoins quelques traits discursifs récurrents. Sa permanence, tout d'abord, car elle ne connaît aucune interruption. Son intensité variable, en second lieu, quand des périls majeurs alternent avec des inquiétudes mineures. Son indifférence, troisièmement, à la réalité des dangers, lorsque rien ne distingue plus les catastrophes réelles de pure construction imaginaire, produit de dispositifs discursifs
à engendrer de l'anxiété. Sa nature cumulative, ensuite, comme si l'addition des menaces, la somme des peurs ou la multiplicité de leurs objets cosmiques, technologiques, industriels et financiers, alimentaires et médicaux, constituaient la preuve même de leur existence. Son rapport particulier au temps encore. Le présent des craintes contemporaines est hanté par l'évocation de peurs anciennes, les métaphores de l'Apocalypse et de l'enfer, ou la résurrection de l'immolation dans la liste que je viens d'évoquer. Mais tout cela reste extraordinairement sensible au jour le jour des dangers les plus banals. Le scandale industriel des lasagnes n'a fait, après tout, d'autres victimes que les chevaux eux-mêmes. Et tout cela déploie ses effrois archaïques et ses inquiétudes quotidiennes sur un horizon d'attente anxieux, qui semble dès lors inévitable. Le pire reste à venir. Bref, dans les discours où se matérialisent les peurs contemporaines, c'est la confusion des temps, des lieux, des objets, des dangers imaginaires et des risques réels qui règnent. Ces discours se fondent d'ailleurs sur un dispositif énonciatif singulier. Nous savons parfaitement à qui ce discours s'adresse, qui il interpelle. Vous, moi, nous tous, individuellement et collectivement. Mais il y a autre chose que nous ignorons. Qui parle ? Qui, par la bouche de tels responsables politiques, celle de tels journalistes, sur un plateau télévisé, par la voix off d'un reportage d'actualité, qui nous dit donc d'avoir peur ? Nous ne le saurons pas. Ce discours où se confondent les temps, les lieux et les objets, avoir peur toujours, avoir peur partout, avoir peur de tout, sans trop savoir de quoi, est aussi un discours sans sujet. Il nous reste à nous demander s'il ne s'agit pas là, tout autant, d'un discours sans objet. A-t-on affaire cependant là à quelque chose d'inédit dans l'ordre des discours ? On pourrait objecter qu'il n'y a rien de bien nouveau dans la présence massive et confuse de peurs individuelles et collectives dans nos sociétés. Et sans même revenir aux peurs anciennes qui précèdent le moment historique qui nous intéresse ici, les fléaux du péché, des famines, des épidémies, des guerres de jadis, le siècle précédent et l'aube du nôtre ont fait l'expérience continue des catastrophes humaines engendrées par les transformations historiques d'un monde qui s'est peu à peu globalisé dans la violence des guerres mondiales, des conquêtes coloniales et des crises économiques. Le temps manque nécessairement pour en énumérer les désastres. Il suffira simplement de rappeler que la modernité, qui portait depuis les Lumières la promesse de faire advenir un monde où les peurs anciennes se soient dissipées, a accouché d'un âge de l'anxiété. Comme l'avait prédit le poète W.H. Auden dans un long poème, The Age of Anxiety, composé dans les années 40. Et, je le cite, « Then back they come, the fears that we fear ». Les voilà revenus, les peurs dont nous avons peur. On peut donc avoir peur d'une peur. La peur peut n'avoir d'autre objet que la peur elle-même, peut n'avoir d'autre existence matérielle que langagière. Le discours de la peur lui-même, nous voilà au cœur du problème. Et j'en viens à mon point 5, la peur à l'âge de l'anxiété. Il y a pourtant, sans nul doute, de bonnes raisons d'avoir peur. Certaines de nos peurs sont familières, quand d'autres semblent ne pas avoir de précédent. Nous avons conservé, depuis les années 30, la mémoire du chômage de masse et de la précarité de la vie qu'engendrent les crises économiques et les effondrements financiers. Nous n'avons rien oublié du retour d'anciennes épidémies
et de l'avènement de nouvelles maladies. Et la peur du crime et les désastres de la guerre sont profondément enracinés dans la conscience de l'Occident. Mais nous semblons moins prêts et nos esprits moins disposés à faire face à la globalisation des peurs. Réchauffement climatique, crise économique mondiale, terrorisme global, qui ont inauguré le XXIe siècle. Car celui-ci a véritablement commencé, cela semble à présent une évidence, le 11 septembre 2001. Et au fur et à mesure que les dangers se sont faits planétaires, la peur est devenue globale et sa nature semble avoir changé en chemin. Un état permanent d'anxiété individuelle et collective paraît avoir colonisé les esprits et les sociétés en Occident. Cette anxiété est floue, diffuse, liquide ou nébuleuse, comme on voudra, et contagieuse. Elle ne connaît pas de frontières et demeure présente en l'absence même de danger immédiat ou identifiable, comme une peur de la peur elle-même. Mais comme si le suggérait Freud, et je le cite, « La peur n'a besoin, disait-il, d'aucune introduction ». L'anxiété, cette peur contemporaine de la peur, ne saurait, quant à elle, s'en passer. Et c'est là l'objet essentiel de ce que je voudrais vous dire ici. C'est-à-dire que c'est non pas la peur elle-même, comme on le voit écrit trop souvent dans la multitude des livres qui lui sont consacrés, qui doit constituer aujourd'hui le cœur de l'interrogation de nos manières de craindre dans une histoire des émotions, mais le rapport de la peur à l'anxiété, le rapport entre peur et anxiété, le statut de la peur à l'âge de l'anxiété. Car elles sont indissociables l'une de l'autre, se présupposent l'une l'autre, se nourrissent l'une de l'autre. Et comprendre l'avènement des peurs collectives à l'âge de l'anxiété me paraît, en dehors de la difficulté intellectuelle proprement dite que ça peut représenter, une tâche politique prioritaire du combat démocratique. Au moment où des politiques de la terreur menacent certains des principes fondamentaux sur lesquels repose notre conception de la chose publique. Le programme de ce congrès pose la question du consensus, mais aussi la question des résistances. Ne pas céder à la peur, résister à l'anxiété, c'est bien cela qui est en jeu ici. Et c'est de cela que je voudrais vous parler pour conclure. Et j'en viens à mon 6e point, que j'ai intitulé « Je suis Charlie, Paris, capitale de la peur ». Je suis revenu à Paris 1 an environ, après mon précédent voyage, lorsque j'avais compilé la liste d'anxiété européenne que je vous ai lue tout à l'heure. Et il se trouve que j'étais là en janvier 2015, au moment même du massacre de Charlie Hebdo, et de la séquence d'événements qui en a été la conséquence, une chasse aux terroristes, suivie des manifestations de masse les plus importantes depuis la libération de Paris à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que je me suis trouvé, pour quelqu'un qui réfléchit à la question de l'anxiété, dans une position privilégiée, celle de se voir nouer, dans une situation historique quasi expérimentale, les liens entre l'anxiété, la peur, l'événement et la mémoire. J'avais débarqué en Europe quelques semaines avant, dans un climat général d'anxiété plus lourd que celui que j'avais connu 1 an auparavant. Les mêmes maux économiques et sociaux y persistaient, sans qu'aucune éclaircie ne s'annonce. À cela s'ajoutait un peu partout, sur le continent, la perspective de troubles et de déséquilibres politiques. En Allemagne, par exemple, les patriotes européens contre l'islamisation de l'Europe, c'est comme ça qu'ils s'appellent, défilaient en masse chaque semaine. En Grèce, l'extrême gauche paraissait aux portes du pouvoir. Et la France, quant à elle, fidèle à une longue tradition nationale, ajoutait à l'inquiétude générale sa touche proprement littéraire. L'actualité culturelle bruissait
du succès de deux ouvrages fort différents, sinon qu'ils manifestaient un indéniable air de famille, en prophétisant tous deux à leur manière le déclin de la nation et la soumission de l'Occident face à la montée de l'islam. Et la critique semblait aveugle à la généalogie de cette littérature de l'anxiété, quand ces ouvrages se bornaient à répéter, à leur manière, une tradition solidement établie dans l'histoire des crises d'identité européennes, dont les précédents abondent à la fin du XIXe siècle et dans les années 30. Puis, le 7 janvier 2015, deux terroristes pénètrent dans les locaux de Charlie Hebdo. Vous connaissez la suite d'événements que je ne vais pas commenter ici directement, me contentant de lire un passage du livre de Zygmunt Bauman, Liquid Fear, la peur liquide, ou plutôt, vaudrait-il mieux dire ici, les peurs liquides. Il me semble en effet, ce passage de ce livre, illustrer la séquence d'événements qui s'est alors déroulée et poser en même temps la question complexe du rapport entre la peur et l'anxiété, tel que j'essaye de le saisir. Je cite le livre de Bauman. Étrange soulagement, et pourtant si commun et familier à chacun, que celui que nous ressentons, et le flot d'énergie et de courage qui l'accompagne, lorsque, après une longue période d'inquiétude, d'anxiété, de sombres présages, de journées pleines d'appréhension et de nuits sans sommeil, nous sommes enfin face à la réalité du danger. Une menace que nous pouvons voir et toucher. Mais peut-être cette expérience n'est-elle pas si étrange qu'il paraît, si enfin nous parvenons à savoir ce qui se cachait derrière ce sentiment vague mais permanent que quelque chose d'affreux allait se produire. Fin de citation. Bauman parvient ainsi, vous le voyez, à une conclusion paradoxale. La peur soulage de l'anxiété, lorsqu'enfin elle survient. Car la peur a un objet. Dans la peur, nous savons ce qui nous menace, tandis que l'anxiété n'en a pas. Ou plutôt, elle en a un, qu'on ne connaît pas. Bauman est ici parfaitement fidèle à la tradition freudienne d'analyse du lien de la peur à l'angoisse et de l'importance cruciale que Freud y attacha. Je le cite, « Il est certain, disait Freud, que le problème de la peur est au carrefour de très importantes questions, une énigme dont la résolution jetterait un flot de lumière sur la vie psychique. » Comme Bauman est fidèle, également, à la distinction freudienne entre la peur et l'angoisse, que l'on peut résumer ainsi, la peur est concentrée sur l'objet, alors que l'angoisse fait abstraction de l'objet. Et Bauman poursuit, et je le cite à nouveau. La peur est à son paroxysme lorsqu'elle est éparpillée, diffuse, trouble, diluée, désamarrée, libre de flotter, sans but ni cause déterminée. Quand elle nous hante, sans rime ni raison visible, quand la menace que nous devrions craindre peut être entreaperçue partout, mais vue nulle part. La peur est le nom que nous donnons à notre incertitude, à notre ignorance de la menace et de ce qu'il y a à faire. Fin de citation. Je souscris entièrement à cette définition, à une réserve près, mais elle est importante. C'est là une parfaite définition, non de la peur, mais de l'anxiété. Car ce qui est diffus, flottant, free floating, lit-on dans les traductions anglaises des textes freudiens, perceptible partout mais visible nulle part, ce qui relève de l'attente anxieuse, expectant fear, disent à nouveau les traductions freudiennes. C'est bien l'anxiété plutôt que la peur. C'est l'anxiété qui se présente sous une forme nébuleuse, dispersée, nomade,
à moins qu'on ne choisisse pour la caractériser les métaphores liquides des eaux souterraines, phréatiques. Et c'est bien la nébuleuse anxieuse qui se précipite, en certaines circonstances historiques, en cristaux de peur. L'anxiété qui se cristallise en peur. À moins que ce ne soit la nappe phréatique des anxiétés souterraines, celle que nous ne voyons pas et qui pourtant se trouve juste sous nos pieds, qui soudain, ayant atteint un seuil critique, perce la surface tranquille de nos existences, finalement moins stable ou résistante que nous l'espérions. Je ne sais quelle est la métaphore la plus propice, gazeuse, liquide ou d'une autre nature, pour exprimer ces conversions d'une anxiété diffuse en de multiples peurs dotées chacune de leur objet, même si ceux-ci ne sont bien souvent que le déplacement d'autres dangers que nous ne savons pas reconnaître. Et j'ai de plus le sentiment de m'être tenu jusqu'à présent dans le confort de généralités anthropologiques. Mais il n'est pas impossible, non plus, qu'il n'y ait au sein de ces questions la possibilité de construire un objet historique, l'objet de ce que pourrait être une histoire contemporaine de la peur, et de retrouver en même temps ce qui vous rassemble ici, son articulation au discours. Je m'explique. Et j'en viens à mon 7e et dernier point. Une archéologie de l'anxiété, préconstruit, sédiment, mémoire de la peur. J'étais initialement parti de l'idée que je pourrais sans doute suivre une démarche qui tout à la fois déroulerait le fil chronologique des occurrences de la peur et de l'anxiété de la seconde moitié du XIXe siècle à nos jours, en insistant sur la présence de l'anxiété, qui me semblait la grande absente de cette histoire, ce qui se conçoit. Comment faire l'histoire d'une émotion sans objet ? Ou, si l'on préfère, comment faire l'histoire d'une émotion dont on ne connaît pas l'objet ? Il me semble à présent que cette attention exclusive portée à l'anxiété, pour la simple raison qu'elle aurait été négligée par l'histoire, serait insuffisante. Un objet à construire d'un plus grand intérêt et d'une plus grande pertinence historique pourrait être celui des modes successifs de coprésence des peurs et de l'anxiété dans les sociétés contemporaines, mais surtout celui des régimes de conversion réciproques des unes dans les autres, tout en les inscrivant dans la question du discours que je vous propose de retrouver pour conclure. Ainsi, une première question. Comment, à quel moment, dans quelles circonstances, sous l'effet de quel facteur historique, une nébuleuse d'anxiété diffuse, flottante, sans objet particulier, se cristallise-t-elle en peur de telles menaces, de tels dangers ? Des exemples historiques viennent aussitôt à l'esprit. Comment les anxiétés diffuses de l'Amérique de la guerre froide ont-elles déclenché la grande peur rouge et la chasse aux communistes orchestrée par le sénateur Joseph McCarthy ? Comment la masse des inquiétudes allemandes au lendemain de la Première Guerre mondiale ont-elles nourri la montée du nazisme, et avec elle la peur, puis la haine des Juifs ? Cela revient, en d'autres termes, à voir dans l'anxiété des structures narratives flottantes, en partie submergées, largement indéterminées, comportant des places vides de sujets et d'objets, mais prêtes, lorsque les circonstances historiques le réclament, à refaire surface et à se convertir en discours de peur, chargés de menaces et d'ennemis. On voit ainsi que l'anxiété, en tant que discours, est le préconstruit de l'énoncé de la peur. Une peur à l'état virtuel, latent, une cellule discursive dormante, en quelque sorte, en attente d'objets et d'agents. Une autre question. Comment, inversement, des peurs qui semblaient solidement ancrées et faites pour durer, se dispersent-elles en zones grises d'anxiété indistincte,
Et en conséquence, comment l'anxiété porte-t-elle en elle une mémoire confuse, inconsciente, des peurs et des traumas qui l'auraient précédée et nourrie? Que sont devenues les peurs de la bombe, des grandes épidémies, celles des dépressions économiques? Les grandes peurs déposent des sédiments discursifs dans la mémoire collective que l'anxiété recueille. L'anxiété est le domaine de mémoire, de peurs estompées, filtrées, pas totalement effacées. Les peurs s'y enfouissent, s'émoussent, deviennent méconnaissables, blanches, vides, schématiques, mais ne disparaissent jamais complètement. L'anxiété et les discours qui la matérialisent, les bruits confus, les rumeurs sans fondement, les nouvelles inquiétantes, les complots suggérés, les prédictions alarmistes, les silences qui en disent long, sont tout à la fois le fantôme de peurs anciennes et le présage de craintes à venir. Une dernière question peut-être, pour finir, quoique liée aux précédentes. Comment le discours de l'anxiété, mémoire inconsciente, souvenir flottant des peurs anciennes, peut-il redevenir le berceau, la matrice discursive de peurs nouvelles, simplement déplacées vers les nouveaux objets que l'histoire leur présente? Tournons-nous à nouveau vers l'histoire nord-américaine. Il y eut bien des chasses aux sorcières avant celle entreprise par le sénateur McCarthy dans les années 1950. Il y en a eu à la fin du XVIIe siècle, dans la Nouvelle-Angleterre puritaine. Il y en a eu tout au long du XIXe siècle, à l'encontre de telle ou telle secte religieuse, dès le début du XXe siècle, contre les menaces socialistes. Il y en a encore qui se déroulent sous nos yeux, et il y en aura d'autres, contre d'autres ennemis de l'intérieur, d'autres conspirations, d'autres terroristes, d'autres périls, réels ou imaginaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a du discours, et que les discours sont la trame de la mémoire collective. Il y a donc à l'évidence des cycles historiques de la crainte, inscrits dans les discours, au sein desquels les peurs et les anxiétés circulent et s'échangent, se métamorphosant les unes dans les autres. Et cela, me semble-t-il, c'est bien le véritable objet d'une histoire de la peur, bien plus que les fastidieuses énumérations des objets de nos craintes les plus récentes, dont tant d'ouvrages tentent de faire l'inventaire sans fin. Et c'est pour cela, me semble-t-il également, que l'idée de formation discursive peut être conservée, car elle est fondée sur la possibilité d'établir de telles généalogies de la matérialisation des émotions en discours, conservée mais transformée. Sans aucun doute, car il n'est pas sûr que la métaphore de l'archéologie, avec ce qu'elle comporte de stratification, d'épaisseur, de classification et de cumul, convienne encore pour appréhender la matérialité des discursivités contemporaines. Ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, ce sont des flux discursifs, disséminés en réseau, instantanés, délocalisés, atemporels, sans que l'on soit toujours sûr qu'on puisse leur attribuer un sujet ou même un objet. L'histoire des métamorphoses réciproques, des peurs en anxiété, en fait la démonstration exemplaire. Car qu'est-ce que l'histoire de l'anxiété, sinon celle des peurs dont on se souvient lorsqu'on les a oubliées? Je vous remercie de votre attention.